En 1987, la tranquillité bucolique des campagnes du Loir-et-Cher en France fut brutalement brisée. C'était un jour d'automne avec un ciel gris et un vent glacial qui balayait le paysage, apportant avec lui un sombre présage. Dans la paisible région de l'autoroute A10, une route qui serpente à travers des villages historiques et des forêts denses, une scène d'horreur se déroulait. Cette région, connue pour sa sérénité, ses châteaux et son histoire, serait marquée ce jour-là par un crime d'une cruauté sans précédent. La victime, une petite fille, avait seulement 4 ans. Son nom, Inas Touloub, ne serait connu que des décennies plus tard. Ce matin fatidique, un ouvrier de l'entretien des routes, effectuant sa ronde habituelle, fit la découverte qui glacerait le sang de n'importe qui. Au bord de l'autoroute, parmi la végétation basse et les buissons secs, gisait le corps de l'enfant. C'était une image d'une barbarie indescriptible. La violence infligée à ce petit être était évidente, une horreur absolue. L'appel à la gendarmerie fut immédiat. La nouvelle se répandit comme un feu de forêt, mais le silence qui s'ensuivit sur la scène de crime était encore plus assourdissant. Le capitaine Antoine Dubois, un vétéran de la gendarmerie locale, arriva sur les lieux avec son équipe. Ses yeux, habitués aux scènes difficiles, révélaient un choc profond. « Mon Dieu !» murmura-t-il en s'approchant avec précaution, l'équipe scientifique isolant déjà la zone. La scène de crime était une énigme macabre. Le corps de l'enfant était mutilé, avec des signes clairs qu'elle avait été traitée avec une sauvagerie qui défiait la compréhension humaine. Il n'y avait aucun document, aucune piste qui puisse identifier immédiatement la petite victime. C'était comme si elle avait été abandonnée là, un secret silencieux jeté au bord de la route. Les détails de la scène étaient rares, mais troublants. Il n'y avait aucun signe de lutte à l'endroit exact de la découverte, suggérant que le crime aurait pu se produire ailleurs et que le corps aurait été ensuite jeté là. Le sol humide et les feuilles mortes ne révélaient pas grand-chose, mais les gendarmes travaillaient méticuleusement, chacun conscient de la gravité de l'affaire. L'absence d'objets personnels ou de tout élément d'identification rendait le cas encore plus frustrant dès le premier instant. Qui était cette petite victime ? Pourquoi avait-elle été traitée avec une telle barbarie ? Ces questions résonnaient dans l'esprit de Dubois et de toute l'équipe, inaugurant l'une des enquêtes les plus complexes et douloureuses que la gendarmerie de la région ait jamais affrontées. Les premières heures de l'enquête furent marquées par une frénésie d'efforts. Les gendarmes et les enquêteurs s'évertuèrent à identifier l'enfant, à comprendre qui elle était et d'où elle venait. La docteure Sylvie Moreau, pathologiste forensique de renom, fut appelée pour réaliser l'autopsie. Son analyse initiale estima l'heure du décès, entre 19h et 22h, la veille au soir. L'équipe scientifique balaya chaque centimètre carré de la scène de crime, collectant tout vestige qui pourrait offrir une piste. Une empreinte de pas partielle fut trouvée près du site, peut-être celle de l'agresseur, peut-être celle de quelqu'un qui passait simplement par là. De minuscules fibres textiles furent soigneusement recueillies, dans l'espoir qu'elles puissent appartenir aux vêtements de la victime ou du criminel. La vie de la victime, avant même que son nom soit connu, était déjà un mystère. Qui était cette petite fille? Où était sa famille? L'absence d'alerte de disparition correspondant à la description de l'enfant était un facteur déconcertant. Les journaux locaux et nationaux commencèrent à diffuser l'image du portrait robot de la fillette, un visage reconstitué à partir des indices, dans l'espoir que quelqu'un la reconnaisse. Mais le silence persistait. L'affaire devenait un cold case avant même d'avoir vraiment commencé. Les pistes initiales étaient floues. Des appels anonymes provenant de cabines téléphoniques publiques parvenaient à la gendarmerie, offrant des informations vagues ou de la désinformation, ne faisant qu'embrouiller davantage les enquêteurs. Des suspects potentiels apparaissaient et disparaissaient. Un ex-petit ami d'une femme vivant à proximité avec un alibi fragile fut interrogé, mais rapidement écarté. Un élève insatisfait d'une école voisine, connu pour des problèmes de comportement, fut également examiné, mais aucun lien ne fut établi. L'enquête semblait être dans une impasse, même à ses débuts. La brutalité du crime
et l'absence de mobile clair rendait tout plus difficile. La communauté locale était sous le choc. L'idée qu'un crime aussi odieux puisse se produire dans leur paisible région était bouleversante. Les gens parlaient à voix basse, spéculant sur l'identité de la fillette et de son agresseur. Le capitaine Dubois, malgré la frustration croissante, gardait la foi que la vérité éclaterait. « Nous ne lâcherons rien », promettait-il à son équipe, mais chaque jour qui passait sans identification ou piste concrète, l'espoir diminuait. La petite victime, sans nom et sans histoire connue, devint le symbole d'une profonde injustice, un cri silencieux au bord de l'autoroute A10. L'enquête se poursuivrait, mais déjà avec le poids d'une ombre, l'ombre d'un mystère qui semblait insurmontable. À chaque nouvel interrogatoire, à chaque nouvelle analyse, le tableau restait obscur. Plus de 40 témoins furent interrogés, des résidents proches de l'autoroute aux camionneurs qui empruntaient régulièrement la route. Personne ne semblait avoir rien vu d'inhabituel la nuit du crime. L'équipe de Dubois travaillait sans relâche, révisant chaque témoignage, chaque fragment de preuve. C'était une course contre la montre, car chaque heure qui passait diminuait les chances de retrouver le coupable. L'atmosphère à la gendarmerie était empreinte de tension et d'un désespoir contenu. Le visage de la petite fille inconnue hantait les pensées de tous, un rappel constant de l'urgence de résoudre ce crime abominable. L'affaire de la petite martyre de l'A10 ne faisait que commencer, mais elle s'annonçait déjà comme un défi à la résilience et à la perspicacité des enquêteurs les plus expérimentés. Progressant dans l'enquête, les gendarmes commencèrent à se concentrer sur les personnes qui fréquentaient régulièrement la zone de l'A10. Parmi les noms qui émergèrent, il y avait un homme, Jean-Luc Mercier, un homme solitaire qui vivait dans une petite ferme isolée à quelques kilomètres du lieu de la découverte. Mercier était connu pour sa discrétion, presque son invisibilité, mais certains voisins le décrivaient comme ayant un tempérament volatile, surtout sous l'emprise de l'alcool. Il avait travaillé sporadiquement sur des chantiers de la région, et sa présence sur la route était courante. L'équipe de Dubois l'interrogea, et il présenta un alibi vague, affirmant qu'il était chez lui. Rien de concret, mais son attitude évasive suscita une suspicion. Cependant, avant qu'il ne puisse approfondir l'enquête sur Jean-Luc, il disparut. Un matin, sa ferme était vide, ses quelques biens avaient disparu. Les voisins rapportèrent qu'il avait mentionné partir pour une autre région à la recherche de travail, un faux emploi, comme certains l'ont décrit, dans une ville lointaine, peut-être dans le sud de la France. Son départ soudain, dès que l'affaire de la fillette de l'A10 avait gagné en notoriété, fut un détail troublant. Sans l'identité de la victime, sans mobile clair et avec un suspect qui s'était évaporé, l'enquête commença à s'essouffler. L'équipe scientifique fit des découvertes tardives, mais qui à l'époque semblaient sans importance. Une analyse plus approfondie du sol sur le lieu de la découverte révéla des traces d'argile rouge, un type non natif de cette section spécifique de l'autoroute, suggérant que le corps aurait pu être transporté d'un endroit aux caractéristiques géologiques différentes. De plus, une petite boucle en métal, apparemment d'une ceinture de sécurité pour enfants, fut trouvée à quelques mètres du corps, initialement ignorée comme un déchet ordinaire, mais cataloguée par précaution. Ces pistes, isolées, ne menaient nulle part. Le manque d'identité pour la petite victime était le mur infranchissable qui empêchait toute avancée significative. 6 mois s'écoulèrent depuis la découverte. Le capitaine Dubois et son équipe avaient épuisé toutes les pistes possibles. La presse, autrefois avide de nouvelles, commença à se taire. L'affaire de la petite martyre de l'A10 fut officiellement classée comme une affaire non résolue, un cold case. La douleur de l'injustice, cependant, persistait. L'image de cet enfant, sans nom, sans histoire, hantait Dubois. Il refusait d'oublier. Pendant son temps libre, il revisitait les archives, dans l'espoir de trouver un détail qui aurait pu lui échapper. Mais la pression hiérarchique était immense. De nouveaux cas apparaissaient et les ressources étaient limitées. Il fut contraint de céder, de laisser l'affaire dans l'ombre, bien qu'il ne l'ait jamais abandonnée dans son cœur.
La vie de la victime, au cours de ces quelques années, demeura un mystère. Personne ne se présenta pour réclamer la fillette, pour pleurer sa perte. Les gendarmes se demandaient si elle avait une famille, si quelqu'un ressentait son absence. L'absence d'un foyer, d'un nom, rendait sa mort encore plus tragique. La docteure Moreau, la pathologiste, conservait des échantillons de son ADN, une pratique qui, à l'époque, était encore naissante, mais qu'elle insistait à préserver, poussée par l'intuition que la science parlerait un jour pour cet enfant. Des analyses supplémentaires furent réalisées sur les fibres trouvées, essayant d'identifier la composition exacte, le type de tissu, mais sans point de comparaison, ce n'étaient que des données brutes. Dubois, bien qu'écarté de l'affaire, continuait à veiller. Il parlait à des collègues, à d'anciens informateurs, gardant la flamme de l'espoir allumée, aussi faible soit-elle. Il se souvenait de chaque détail, de chaque frustration. La petite boucle en métal, l'argile rouge, la disparition de Jean-Luc Mercier. Tout cela restait dans son esprit, comme les pièces d'un puzzle sans solution. La gendarmerie avait fait ce qu'elle pouvait avec les outils de l'époque, mais la vérité était enfouie sous des couches de silence et de mystère. Le cas de la petite martyre devint une légende sombre dans la région, un rappel de la fragilité de la vie et de la persistance du mal. L'identité d'Inas Touloub resterait secrète pendant près de 3 décennies, un secret que le temps et la science révéleraient un jour. 30 ans s'étaient écoulés depuis cet automne sombre sur l'autoroute A10. Le capitaine Antoine Dubois, désormais à la retraite, portait encore le poids de l'affaire de la petite martyre, un fantôme sur sa conscience. Mais la justice, parfois lente, a ses propres cycles. En 2017, le ministère de la Justice français lança une initiative de mémoire judiciaire, un programme ambitieux pour rouvrir et réviser les cold cases qui, à la lumière des avancées scientifiques, pourraient enfin trouver une résolution. C'est dans ce contexte que le capitaine Tristan Blackwood, un détective jeune mais avec une réputation de perspicacité et d'obstination, se plongea dans les archives poussiéreuses de la gendarmerie du Loir-et-Cher. Blackwood trouva le dossier de la petite martyre de l'A10 parmi des centaines d'autres. Les photos de la scène de crime, le portrait robot de la fillette inconnue, les rapports détaillés du capitaine Dubois, tout était là, figé dans le temps. Il passa des semaines en immersion, lisant et relisant chaque témoignage, chaque analyse scientifique. La persistance de la docteure Sylvie Moreau à préserver les échantillons d'ADN de la victime, une pratique encore rudimentaire en 1987, mais qu'elle affirmait être l'avenir de l'enquête criminelle, se révéla être une vision prophétique. Ces minuscules échantillons, conservés pendant des décennies dans un laboratoire, étaient désormais l'espoir d'un retournement de situation. Grâce aux techniques modernes d'analyse ADN, ce qui n'était auparavant qu'un enchevêtrement de données brutes se transforma en une piste concrète. Les échantillons furent soumis à une nouvelle série de tests comparés à des bases de données génétiques en pleine expansion. Et puis, l'impensable se produisit. Une correspondance fut trouvée. Le nom qui émergea des bases de données fut Inas Touloub, née en 1983. La petite martyre de l'A10 avait enfin retrouvé son identité. C'était un moment de soulagement et en même temps d'une nouvelle et profonde douleur. 30 ans plus tard, Inas n'était plus une inconnue. L'identification d'Inas Touloub marqua le prélude d'une nouvelle phase de l'enquête. L'affaire, autrefois un mystère impersonnel, se transforma en une quête personnelle de la vérité sur la vie et la mort d'un enfant. Blackwood savait qu'avec un nom viendrait une histoire. Les investigations se tournèrent vers le passé d'Inas, sa famille, et les circonstances qui l'avaient mené à cette autoroute. La première étape fut de localiser ses parents. Les recherches menèrent rapidement à Ahmed et Halima Touloub, qui, au fil des ans, avaient déménagé dans différentes régions de la France, rendant leur traçage difficile. De nouveaux interrogatoires furent menés, cette fois avec des parents éloignés et d'anciens voisins de la famille Touloub. Ce qui en ressortit fut un tableau troublant. Des récits d'un environnement familial complexe, marqué par des tensions et, dans certains cas, des suggestions d'une vie difficile.
Des témoins, qui à l'époque du crime n'avaient pas associé la petite fille de Ladis à la famille Touloub, commençaient maintenant à faire le lien. Une voisine d'un ancien appartement où les Touloub avaient vécu rapporta avoir entendu des disputes violentes et des pleurs d'enfants. Une autre mentionna qu'Inas était une enfant discrète, qui semblait vivre dans son propre monde, souvent isolée. Les indices réexaminés de l'affaire originale, comme la boucle de ceinture en métal trouvée près du corps et les traces d'argile rouge, prirent un nouveau sens. Où la famille Touloub avait-elle vécu auparavant? Leurs anciennes maisons avaient-elles accès à des routes de campagne? L'argile rouge, un détail autrefois insignifiant, pouvait maintenant indiquer un lieu spécifique d'où Inas aurait pu être emmenée. L'agenda du capitaine Dubois, rempli de notes sur chaque suspect et témoignage, fut revisité par Blackwood, qui cherchait tout détail qui aurait pu être ignoré ou sous-estimé sans l'identité de la victime. Les révélations commencèrent à s'accumuler. La famille Touloub était connue pour une vie itinérante, déménageant fréquemment. Il y avait des registres de signalements informels de voisins à la protection de l'enfance dans différentes localités, bien qu'aucun n'ait abouti à une intervention formelle à l'époque. Le malaise de la victime envers le suspect, un terme vague dans les rapports originaux, pouvait maintenant être ciblé. Les nouveaux interrogatoires révélèrent qu'Inas semblait avoir peur de son père, Ahmed, et que Halima, sa mère, était souvent passive face à ses agissements. L'histoire d'Inas Touloub, qui pendant 30 ans fut un cri silencieux au bord de la route, commençait à être racontée, pièce par les souvenirs et les avancées de la science. La quête de justice pour la petite Inas était loin d'être terminée, mais pour la première fois en des décennies, un chemin clair se dessinait. Avec l'identité d'Inas Touloub enfin établie, le capitaine Blackwood ressentit une urgence renouvelée. Les anciennes preuves, autrefois silencieuses, appelaient désormais à une nouvelle analyse à la lumière de la science moderne. Il envoya de nouveau les minuscules fibres textiles, méticuleusement collectées il y a 30 ans par la Drey Morrow, à un laboratoire de pointe. Ce qui en 1987 n'était qu'un enchevêtrement de filaments, en 2017, avec l'avancée de l'analyse ADN, pouvait raconter une histoire. L'équipe se concentra également sur l'empreinte de pas partielle trouvée près du corps. Utilisant des logiciels de reconstruction numérique et des techniques photogrammétriques avancées, ils réussirent à créer un modèle tridimensionnel de l'empreinte, révélant des caractéristiques auparavant impossibles à discerner, comme le type exact de chaussure et même un motif d'usure unique. La boucle en métal, initialement écartée comme un déchet, puis cataloguée par simple précaution, fut soumise à une analyse scientifique détaillée, non seulement pour des traces biologiques, mais aussi pour sa composition métallurgique. Le laboratoire identifia que le métal possédait des traces d'alliage spécifiques, fréquemment utilisées dans les ceintures de sécurité de véhicules d'une certaine décennie, et qui n'étaient pas courants dans tous les modèles. Ce détail était crucial. De plus, l'argile rouge, trouvée sur le lieu de la découverte du corps, fut soumise à une analyse géochimique qui permit aux experts de déterminer avec précision son origine. L'argile n'était pas native du Loir-et-Cher, mais plutôt d'une région plus au sud, près de Toulouse, où les Touloub avaient vécu pendant une brève période et où Jean-Luc Mercier, le suspect initial qui avait disparu, avait également été vu travaillant sur des chantiers. La mention de Jean-Luc Mercier, l'homme solitaire qui s'était évaporé dans les premiers mois de l'enquête, résonna avec force aux oreilles de Blackwood. Avec la nouvelle identité d'Inas et l'historique d'itinérance de la famille Touloub, le lien semblait plus plausible. L'équipe de Blackwood commença à traquer Mercier en utilisant des bases de données modernes, croisant des informations de sécurité sociale, d'anciens registres d'emploi et même des réseaux sociaux qui, bien qu'inexistants à l'époque du crime, pouvaient contenir des informations de parents ou de connaissances. Ils découvrirent que Jean-Luc Mercier avait en effet déménagé dans le sud de la France et, après des années d'une vie discrète, avait adopté une nouvelle identité, Warren Phillips. Il s'était installé à Toulouse, une grande ville, où il était plus facile de se perdre dans la foule.
la localisation de Warren Phillips à Toulouse fut un tournant. Blackwood et son équipe se rendirent dans la ville, établissant une surveillance discrète de l'appartement de Phillips. Il menait une vie apparemment normale, travaillant comme jardinier dans une entreprise de paysagisme. L'équipe passa des jours à observer ses mouvements, à étudier ses habitudes. L'objectif était clair, obtenir un échantillon d'ADN de Warren Phillips sans qu'il s'en aperçoive. L'occasion se présenta un matin ensoleillé lorsque Phillips, après avoir pris son café au lait dans une brasserie locale, laissa sa tasse sur la table avant de partir au travail. Un agent en civil récupéra rapidement la tasse, l'envoyant d'urgence au laboratoire d'analyse scientifique. L'attente des résultats fut angoissante. Chaque heure semblait une éternité. Ladré Moreau, désormais une figure respectée dans la communauté scientifique et consultante sur l'affaire, était personnellement impliqué dans l'analyse, sentant qu'après tant d'années, la justice pour la petite martyre était à portée de main. Quand l'appel arriva, la voix du technicien de laboratoire était ferme et claire. L'ADN prélevé sur la tasse de Warren Phillips correspondait aux échantillons trouvés sur les fibres textiles et, de manière cruciale, à des traces biologiques trouvées sous les ongles de la petite victime. La confirmation était indéniable. Jean-Luc Mercier, maintenant Warren Phillips, était le chaînon manquant, l'homme qui avait disparu dans la nature il y a 30 ans, et qui était maintenant enfin lié au crime abominable qui hantait l'autoroute A10. La quête de justice pour Innas Touloub était sur le point d'entrer dans sa phase finale, promettant de dévoiler les secrets d'un passé douloureux et de faire éclater la vérité brutale. La confirmation de l'ADN de Warren Phillips, l'ancien Jean-Luc Mercier, résonna comme un coup de tonnerre dans les couloirs de la gendarmerie. L'attente de 30 ans était terminée et le visage du coupable commençait à prendre forme. L'équipe du capitaine Blackwood agit avec la précision d'une horloge suisse. Par un matin gris à Toulouse, alors que Phillips sortait de son appartement pour une nouvelle journée de travail, il fut intercepté par des agents en civil. L'arrestation fut rapide, presque silencieuse, pour ne pas alerter les voisins. La réaction de Phillips, cependant, fut ce qui impressionna le plus Blackwood. Pas de surprise, pas de panique, juste un calme froid, presque résigné. « Je savais que ce jour viendrait », murmura-t-il en regardant le ciel plombé, comme s'il attendait ce moment depuis des décennies. Il admit connaître l'affaire de la petite martyre de l'A10, mais nia toute implication directe, maintenant une façade d'innocence qui serait difficile à briser. Ramené dans le Loir-et-Cher, Phillips fut conduit à la gendarmerie pour interrogatoire. Le capitaine Blackwood et Ladré Moreau, qui avaient insisté pour être présentes, s'assirent en face de l'homme qui avait mené une double vie pendant 30 ans. L'atmosphère était tendue, alourdie par le poids de l'histoire et de l'injustice. Phillips, maintenant sans son masque de Warren, gardait un regard évasif, mais sa posture était celle de quelqu'un qui avait répété ses réponses depuis longtemps. « Je ne connais pas cet enfant », insistait-il d'une voix monocorde, mais l'ADN parlait plus fort que ses mots. Blackwood commença à dérouler les preuves, pièce par pièce, comme un puzzle macabre. D'abord, les fibres textiles, maintenant avec la correspondance génétique irréfutable. Ensuite, la reconstruction numérique de l'empreinte de pas qui correspondait parfaitement aux chaussures que Phillips portait le jour de son arrestation. Un modèle de travail courant, mais avec un motif d'usure unique que la technologie moderne avait révélé. Il montra la photo de la boucle en métal, autrefois un déchet, maintenant une preuve cruciale, demandant s'il reconnaissait l'objet, peut-être d'une ceinture de sécurité d'une vieille voiture. Phillips resta silencieux, le visage impassible. Ladré Moreau intervint alors, sa voix calme mais chargée d'une autorité incontestable. Elle présenta les résultats des traces biologiques trouvées sous les ongles d'Innas. Ces traces d'ADN, Monsieur Phillips, sont les vôtres. La petite Innas a lutté. Elle s'est défendue. La mention de la lutte, de la résistance de l'enfant, sembla toucher Phillips plus profondément que toute autre preuve. Son calme commença à se fissurer, une veine saillit sur son front.
Il admit avoir connu brièvement la famille Touloub lorsqu'il vivait à Toulouse, à une époque où il effectuait de petits travaux d'entretien pour l'immeuble où il résidait. Il prétendit qu'Inas était une enfant difficile, qu'il avait tenté de discipliner à quelques reprises, mais nia tout acte de violence mortelle. Le récit de Phillips était fait de déni et de minimisation. Il admit avoir vu Inas la nuit du crime, mais à Toulouse, pas dans le Loir-et-Cher. Un mensonge que Blackwood démasqua immédiatement avec l'analyse de l'argile rouge qui liait le corps à un lieu spécifique près de Toulouse, le même quartier où Phillips et les Touloub avaient vécu. La contradiction était flagrante. Poussé dans ses retranchements, il commença enfin à avouer, par bribes, une sombre histoire d'obsession malsaine. Il avait développé un intérêt tordu pour Inas, la voyant comme une enfant problématique qui avait besoin de correction. Sa frustration face à la résistance de la fillette, son refus d'obéir, culmina en un accès de rage brutale. La violence qu'il avait infligée à l'enfant, expliqua-t-il avec une froideur effrayante, était une façon de lui donner une leçon. Il avoua avoir emmené Inas de son appartement à Toulouse sous prétexte d'une promenade et l'avoir agressée dans un lieu isolé. Le corps fut ensuite transporté et abandonné sur l'autoroute A10, loin de Toulouse, dans l'espoir qu'il ne soit jamais identifié, un crime parfait. Il décrivit les détails avec une clarté troublante, révélant l'étendue de sa cruauté et la planification méticuleuse pour couvrir ses traces. Blackwood sentit un frisson lui parcourir l'échine en écoutant les aveux. La froideur avec laquelle Phillips narrait la barbarie était un témoignage de sa personnalité perturbée. Les aveux de Jean-Luc Mercier, alias Warren Phillips, étaient une avancée monumentale, mais ce n'était pas la fin de l'affaire. La Moreau, dans son analyse, avait identifié qu'Inas avait subi des abus prolongés, pas seulement la nuit de sa mort. Les enquêtes sur les parents d'Inas, Ahmed et Halima Touloub, qui étaient déjà en cours depuis l'identification de la fillette, prirent une nouvelle urgence. Les révélations de Phillips confirmaient un environnement de négligence et de violence. Le détective Blackwood savait que bien que le meurtrier soit en détention, l'histoire d'Inas était encore plus complexe et tragique, et que la justice complète pour la petite martyre exigerait que tous les responsables de sa souffrance soient confrontés. L'arrestation de Phillips était un chapitre, mais le livre de la vie d'Inas Touloub avait encore des pages à tourner, révélant l'intégralité de sa tragédie. Avec les aveux de Phillips, le focus de l'enquête s'élargit, plongeant dans les ombres de la vie de famille d'Inas. Les nouveaux interrogatoires avec des parents éloignés et d'anciens voisins des Touloub, qui semblaient auparavant fragmentés, s'assemblèrent maintenant en un tableau sombre. Une grand-tante d'Inas, qui vivait dans une petite ville près de Toulouse, rapporta qu'Ahmed et Halima étaient souvent vus en train de se disputer, et qu'Inas semblait souvent effrayée et renfermée. Elle se souvint d'une occasion où la fillette était apparue avec un bleu sur le bras, justifié par les parents comme une chute. Personne, à l'époque, ne se douta de la gravité de la situation. Mais les souvenirs étaient maintenant douloureux et révélateurs. L'équipe de Blackwood, en collaboration avec la protection de l'enfance, compila un dossier solide sur l'historique des Touloub. D'anciens registres des services sociaux dans différents départements français où la famille avait résidé montraient un schéma de déménagement fréquent et de signalements anonymes de négligence qui n'avaient jamais abouti. La vie itinérante de la famille, qui avait autrefois rendu le traçage difficile, dessinait maintenant une route de fuite des responsabilités et possiblement d'actes de violence. En 2018, un an après l'identification d'Inas et l'arrestation de Phillips, Ahmed et Halima Touloub furent interpellés à leur résidence actuelle, dans la banlieue de Marseille. La scène fut discrète, mais chargée de tension. Ils furent emmenés à la gendarmerie pour interrogatoire, où Blackwood et son équipe les confrontèrent aux preuves d'abus et de négligence prolongée, corroborées par l'analyse scientifique de la Moreau et les aveux de Phillips. Initialement, tous deux nièrent avec véhémence toute mauvaise conduite, affirmant qu'Inas était une enfant difficile et qu'ils étaient de bons parents.
Cependant, la pression des preuves, y compris les récits des voisins, les incohérences dans leurs propres témoignages, et finalement la description détaillée de Phillips sur les abus dont il avait lui-même été témoin et qu'il avait perpétrés, commença à briser leur résistance. Halima, la mère, fut la première à céder entre larmes et sanglots. Elle avoua qu'Ahmed était violent, qu'il battait Inas et elle-même, et qu'elle se sentait impuissante à protéger sa fille. Elle admit avoir été témoin d'épisodes d'agression et que, par peur, elle n'avait jamais rien signalé. Ahmed, quant à lui, maintint une attitude plus provocante, mais les preuves contre lui étaient accablantes. Les conclusions de la Dremoro sur les multiples blessures à différents stades de guérison sur le corps d'Inas, indiquant un schéma de violence physique au fil du temps, étaient irréfutables. De plus, la boucle de ceinture de sécurité trouvée près du corps d'Inas fut identifiée comme appartenant à un modèle de voiture qu'Ahmed Touloub possédait à l'époque du crime, ajoutant un autre maillon à la chaîne de preuves. Lors des perquisitions dans l'ancienne ferme de Jean-Luc Mercier, Warren Phillips, dans le Loir-et-Cher, qui avait été méticuleusement préservée comme scène de crime pendant des années, et dans son appartement à Toulouse, furent découverts des éléments qui corroboraient encore davantage sa culpabilité et sa préméditation. Dans une cachette secrète de la ferme, les enquêteurs trouvèrent un carnet avec des notes troublantes. Ce n'étaient pas des journaux intimes au sens traditionnel, mais plutôt des registres obsessionnels sur des enfants qu'ils considéraient comme désobéissants, avec des descriptions détaillées de la manière dont ils croyaient qu'ils devaient être corrigés. Bien qu'Inas ne soit pas explicitement nommé, la similitude avec le mode opératoire et la motivation qu'il avait avouée était effrayante. L'expertise psychiatrique de Phillips commença à se dessiner. Les experts qui l'évaluèrent décrivirent une personnalité profondément perturbée, avec des traits narcissiques et sadiques qui se sentait en droit d'imposer sa volonté et sa discipline à ceux qu'il considérait comme plus faibles. Son calme lors de l'arrestation et de l'interrogatoire était, en réalité, une manifestation de son contrôle et d'une déconnexion émotionnelle avec la gravité de ses actes. Il ne voyait pas Inas comme une victime, mais comme un objet de sa frustration, une enfant qui avait besoin d'être éduquée. Les preuves finales contre Jean-Luc Mercier étaient irréfutables. L'ADN sous les ongles d'Inas, les fibres textiles sur ses vêtements, l'empreinte de pas reconstruite numériquement, la boucle de ceinture de sécurité et, maintenant, les notes indiquant un schéma de comportement et de préméditation. Contre Ahmed et Halima Touloub, les accusations de violences habituelles ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de négligence grave étaient corroborées par les récits des témoins, les rapports scientifiques et les propres aveux d'Halima. L'affaire de la petite martyre de l'A10 était enfin prête à être jugée. La vérité, emprisonnée dans le silence pendant 30 ans, était sur le point d'être révélée dans toute sa brutalité, et la justice, bien que tardive, commençait à se dessiner à l'horizon pour Inas Touloub. Le procès de Jean-Luc Mercier, maintenant formellement identifié comme Warren Phillips, et d'Ahmed et Halima Touloub, débuta finalement en 2020. La salle d'audience était comble, un silence pesant planait dans l'air, tandis que l'histoire d'Inas Touloub était déroulée devant les jurés. La sœur d'Inas, Fatima, désormais une femme adulte, témoigna avec une émotion poignante, brossant le portrait d'une enfance marquée par l'absence d'amour et la menace constante de la violence. Ces témoignages résonnèrent avec la souffrance d'une famille brisée par la tragédie et le secret. Les preuves contre Phillips étaient accablantes. Le carnet avec ses notes dérangeantes sur la discipline et la correction des enfants fut exposé, révélant l'esprit malade derrière le crime abominable. L'ADN, les fibres textiles, la reconstruction numérique de l'empreinte de pas, la boucle de ceinture de sécurité, chaque pièce du puzzle scientifique s'emboîtait parfaitement, corroborant ses aveux. Les experts psychiatriques décrivirent Phillips comme un individu avec une personnalité narcissique et sadique, qui voyait ses victimes comme des objets de sa frustration et de son contrôle.
contre Ahmed et Halima Touloub, les accusations de violences habituelles ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de négligence grave furent soutenues par les dépositions des voisins, par les rapports scientifiques détaillant les multiples blessures d'Inas et par les propres aveux d'Halima, qui détailla l'environnement de peur et d'abus dans lequel il vivait. La défense tenta de plaider l'absence d'intention, mais les preuves d'un schéma de violence et la boucle de ceinture de sécurité trouvée près du corps d'Inas, appartenant à la voiture d'Ahmed, scellèrent leur sort. Après des semaines de témoignages bouleversants et une analyse méticuleuse des preuves, le verdict fut rendu. Jean-Luc Mercier, alias Warren Phillips, fut condamné à 28 ans de prison pour le meurtre d'Inas Touloub. Ahmed et Halima Touloub furent reconnus coupables des accusations de violence et de négligence, recevant des peines qui reflétèrent la gravité de leur complicité dans la souffrance et la mort de leur fille. La justice, bien que tardive, était enfin arrivée. Le capitaine Tristan Blackwood observa le dénouement avec un mélange de soulagement et de tristesse. L'affaire de la petite martyre de la 10, qui avait hanté sa carrière et la conscience collective pendant des décennies, était enfin résolue. La résilience de la vérité, la persévérance de l'enquête et l'évolution de la science forensique avaient mis en lumière les secrets les plus sombres. Des années plus tard, Blackwood visita le cimetière où Inas Touloub reposait enfin en paix. La petite martyre n'avait pas été oubliée. Son histoire, un témoignage de la résilience de la vérité, résonnait comme un rappel que même dans les ombres les plus profondes, la lumière de la justice peut, un jour, prévaloir, offrant un semblant de paix à ceux qui ont attendu si longtemps.